Bonjour à tous, il est 18 h, nous sommes le vendredi 1er octobre. Bienvenue dans ce journal, voici les titres. La nouvelle est tombée, le pass sanitaire ne sera a priori pas demandé dans les remontées mécaniques cet hiver. Si la situation sanitaire ne se dégrade pas, il n'y aura donc pas de contraintes pour la réouverture tant attendue de nos stations. Le directeur de l'Office de tourisme de Morzine sera en ligne avec nous pour nous en parler dans un instant. Et puis à 72 heures du choc Annecy-Villefranche-sur-Saône, Sébastien Germain a assisté à l'entraînement quotidien des Rouges ce vendredi. Nous ferons le point sur les forces en présence pour ce match à fort enjeu pour le club annécien. Et pour commencer ce journal, nous l'avons appris hier, le pass sanitaire ne sera probablement pas obligatoire pour prendre les remontées mécaniques cet hiver. C'est Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, qui l'a annoncé au Congrès des domaines skiables de France. Tout dépendra de la situation sanitaire, mais le gouvernement a, semble-t-il, envoyé des signaux plutôt positifs. Pour en parler ce soir, je suis en ligne avec le directeur de l'Office de tourisme de Morzine, Christophe Munier. Bonjour Christophe Munier. Oui, bonjour. Comment recevez-vous cette annonce à Morzine ? Écoutez, on la reçoit plutôt bien. C'est des signaux qui sont positifs. On était impatients d'avoir un peu de visibilité sur le début de notre saison qui se rapproche à grands pas. Et les annonces du gouvernement hier nous rassurent un petit peu. C'est pas encore définitif, mais ça va dans le bon sens. On sent que voilà, on a une perspective pour ouvrir notre saison d'hiver, ce qui est le plus important. Alors, on est déjà en octobre, c'est la dernière ligne droite. Est-ce que tout est prêt pour la saison d'hiver ? Non, tout n'est pas encore prêt, mais tout le monde se prépare. On a déjà, bien sûr, anticipé cette ouverture de saison. On n'a pas le droit de la louper, puisque celle de l'année dernière, malheureusement, a été blanche. Non, mais tout sera prêt. Dès que la neige sera là, on pourra ouvrir avec nos deux stations sur Morzine et sur Avoria. On ouvrira une semaine plus tôt à Avoria autour du 10 décembre et puis juste le 18 pour les remontées mécaniques sur le Plénignon et les Jets. Alors, il y a une autre bonne nouvelle qui est tombée cette semaine. Les Harley Days feront leur grand retour l'été prochain, encore une fois si tout va bien. La manifestation rassemble de nombreux motards. C'est un rendez-vous incontournable pour vous. Est-ce que c'est le signe que la vie semble reprendre son cours ? Oui, voilà, nous on l'interprète comme ça, puisque cette année nous avons pris la décision en mars de reporter l'édition sur 2022. Harley Days aura lieu du 15 au 17 juillet. On attend 50 000 motards. Il y a un vrai engouement. C'est comme pour la saison de ski. On sent que nos clients sont en attente et sont vraiment en manque de ski et de se retrouver avec l'événement Harley pour l'été prochain. Si on a des conditions qui nous permettent, on aura un très grand rendez-vous sur le début juillet avec Harley Days. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce soir, Christophe Munier. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Si les bonnes nouvelles semblent se multiplier, il faut rester prudent. La situation sanitaire stagne depuis quelques jours en Haute-Savoie. Depuis une semaine, le taux d'incidence ne baisse plus. Il reste fixé à 70 pour 100 000 habitants, soit 20 points de plus que nos départements voisins, qui sont passés, eux, sous la moyenne nationale, qui, je le rappelle, est à 53,3. À cette heure, la Haute-Savoie compte encore 54 personnes hospitalisées pour Covid-19 et 14 personnes sont encore en réanimation. En revanche, en Savoie, il semblerait que la situation s'améliore puisque cela fait presque 5 jours qu'elle est sous le seuil des 50 cas pour 100 000 habitants. La Savoie peut désormais faire partie des départements où le masque n'est plus obligatoire dans les écoles primaires. En revanche, il faudra attendre la publication du décret. Les élèves ne pourront pas faire tomber le masque avant le 11 octobre prochain. On passe au collège cette fois. Les élèves apprennent le français, l'histoire, la géographie, mais aussi à se déplacer à vélo. Une pratique qui s'ajoute à la natation et au ski dans d'autres départements. À Métais, au collège Jacques Prévert, pour la première fois, toutes les classes de 6e se familiarisent avec le code de la route. Objectif, rouler en toute sécurité et pourquoi pas venir à vélo au collège. Reportage. Si ça n'avance pas vite, on ralentit. On ne rentre pas derrière les personnes. C'est parti, le ton est donné pour cette 4e séance. Depuis la rentrée, ces élèves apprennent à circuler en suivant le code de la route. Et pour certains, c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases. J'apprends à connaître
Les panneaux, enfin même si j'en connaissais déjà, mais je les connais un peu mieux. Les vitesses, je sais quand les utiliser, mais c'est pas les mêmes quand on crosse. Du coup, c'est un peu plus difficile de remettre des vitesses quand on est sur le plat, sur les montées ou sur les descentes. J'étais pas très à l'aise sur la route, mais là, ça m'a fait changer et je me sens beaucoup mieux, ouais. Après avoir vérifié l'état de leur vélo, les cyclistes s'élancent sur des parcours de maniabilité. L'objectif du jour, trouver son équilibre quelle que soit la direction. Mais attention, il faut aussi surveiller son entourage, car pour bien circuler, l'une des règles fondamentales, c'est de céder le passage. Aux intersections, il y a des priorités, on apprend aux élèves ces priorités. Tendre le bras, regarder, s'arrêter éventuellement s'ils n'ont pas la priorité pour laisser passer les autres. Autant de règles qui leur seront utiles une fois qu'ils seront à l'extérieur. Dans cet établissement, une vingtaine d'élèves viennent au collège à vélo et une quinzaine en trottinette. Pour le principal, ce dispositif est indispensable pour que les élèves roulent en sécurité à Métais. C'est un collège qui n'est pas forcément très accessible avec les pistes cyclables. C'est-à-dire qu'ils peuvent arriver facilement à aller entre 500 mètres à 1 km du collège, mais que pour terminer, ils sont sur la voie publique. Et donc être sur la voie publique, ça veut dire utiliser des règles précises, le code de la route, ne pas rouler sur le trottoir. Même si certains pédalent déjà à toute allure, d'autres en sont à leur galop d'essai. Il leur reste encore 4 séances pour maîtriser ces notions. Les dernières sont prévues en partie sur la route et sur la piste cyclable de Métais. Toujours en Haute-Savoie, les revendications ne manquaient pas au sein de la mobilisation des retraités cet après-midi à Annecy. Pouvoir d'achat, santé, autonomie ou encore accessibilité aux services publics, ils étaient près d'une centaine à répondre à l'appel de l'intersyndicale devant la préfecture de Haute-Savoie. Même si les participants étaient peu nombreux, c'est bien cette présence qui est importante pour les organisateurs, comme nous l'explique Alain Collard, le représentant de l'intersyndicale des retraités de Haute-Savoie, au micro d'Emmanuel Jaude. Nous, on est pour l'augmentation du pouvoir d'achat des retraités, on est pour qu'il y ait au minimum un SMIC pour tous en matière de retraite. Et même avec ça, ce serait difficile. On est pour arrêter les fermetures de lits, pour qu'ils arrêtent les fermetures de lits, qu'ils créent les lits nécessaires et qu'ils arrêtent. Il y a eu 5400 encore fermetures de lits cette année, c'est-à-dire dans la ligne, dans la suite des 100 000 fermetures en 20 ans. C'est pas étonnant que le système sanitaire est en grande difficulté. Et en plus, aujourd'hui, on suspend les personnels. Enfin, dans quel monde vit-on? Ce qu'on attend, c'est qu'ils rompent avec cette politique. On a quand même garde d'illusion avec un gouvernement qui, au bout du compte, répond surtout au capital financier, il faut bien le dire. Et c'est toute notre inquiétude. D'autant que les retraités ne peuvent pas faire grève. Par contre, ils peuvent descendre dans la rue, ils peuvent manifester, et ils ne manqueront pas d'ailleurs d'être aux côtés des actifs le 5 octobre, à l'appel de l'intersyndicale nationale qui appelle aux grèves et manifestations le 5. Nous irons avec les actifs parce que nous avons les revendications qui sont assez identiques en matière de pouvoir d'achat, de défense des soins, du droit aux soins, contre les fermetures de lits, pour les embauches, et j'en passe et des meilleurs. Le mois d'octobre commence et Octobre Rose également. Comme tous les ans, la campagne contre le cancer du sein sensibilise de nombreuses femmes à aller se faire régulièrement dépister pour prévenir la maladie. Pour en parler ce soir, je reçois la coprésidente de l'association Hope, Annabelle Brouran. Votre association vient en aide aux femmes qui sont atteintes du cancer du sein à travers des journées découvertes. Vous leur proposez des activités diverses et tous les ans, je vous rappelle, cette maladie cause près de 12 000 décès en France. Donc vous le dites, si vous n'aviez pas fait cet examen de routine, vous ne seriez peut-être pas là avec nous sur ce plateau. Oui, c'est-à-dire qu'en ce mois d'octobre, j'ai surtout envie de... Alors déjà, je recadre un tout petit peu, l'association Hope accueille pas que les femmes qui ont des cancers du sein, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites pour le cancer du sein, mais peu de choses pour les autres cancers. Donc on accueille les femmes sur des journées découvertes autour de l'équithérapie et de la peinture, mais quel que soit le type de cancer. C'est vrai que la majorité des femmes ont un cancer du sein. Et oui, j'ai envie de militer en ce début du mois d'Octobre Rose, puisque moi, en 2014, à 44 ans, m'a découvert un cancer du sein. En 2018, un début du cancer du col de l'utérus. Et il y a 3 semaines, un mélanome. Donc, en fait, les gens pensent que ça n'arrive qu'aux autres, que le cancer, ça ne peut pas nous toucher. Et en fait, moi, j'ai voulu... Comme il y a beaucoup de messages qui sont assez solennels, qui ne sont pas super drôles, avec Mélanie Bajot qui travaille avec nous pour l'association et qui écrit aussi des chansons, parce que c'est aussi une forme de résilience, j'ai dit, allez, on va faire un clip et on va montrer que c'est super important le dépistage. Donc c'est comme ça qu'est né le clip Nana Maline, qu'on a envie de diffuser partout, parce que pensez-y, en fait, on croit que ça arrive qu'aux autres, mais c'est vraiment pas le cas. D'ailleurs, on va en écouter un extrait. Chouette. Nana Maline.
Alors, c'est un examen qui doit rentrer dans les habitudes des femmes désormais. Dites-nous pourquoi. Bah, parce que en fait, c'est marrant, je me suis dit, tiens, on va faire une campagne là-dessus, j'ai contacté plein de radios, j'ai contacté plein de télés, d'ailleurs, je vous remercie. Alors, on va passer aussi sur France Inter. Mais il y a des radios qui m'ont dit, en fait, moi, ma cible, c'est les moins de 25 ans et on n'est pas concerné. Si, en fait, l'éducation, elle commence super tôt. Elle commence par le dépistage. À partir du moment où les jeunes ont des relations sexuelles, elles doivent faire des frottis régulièrement et commencer à savoir se tâter les seins pour voir s'il n'y a pas des anomalies, parce qu'en fait, on croit... La première année qu'on a ouvert Hope, aujourd'hui l'association a 4 ans, on avait des femmes, je devais être la plus jeune, j'avais 44 ans à l'époque, et la plus âgée devait avoir 80 ans. Aujourd'hui, on a dans nos stages des femmes qui ont moins de 30 ans. Donc ça veut dire qu'elles ne font pas partie de ce dépistage, donc il faut aller régulièrement, que ce soit chez des sages-femmes, ou voir son gynécologue, faire ses frottis, contrôler par des mammographies s'il y a un problème. Puis là, moi, j'ai appris dernièrement au mélanome, donc quand on a des peaux sensibles, effectivement, faire tous ces dépistages, parce que quand c'est pris d'une manière précoce, on a un taux de survie, j'aime pas ce terme parce que c'est horrible, mais on a un taux de survie à 5 ans qui est quand même plus élevé. Alors justement, pour ces femmes jeunes qui seraient peut-être atteintes de la maladie, à partir de quel moment doivent-elles s'inquiéter et que doivent-elles surveiller exactement ? Alors moi, je ne suis pas médecin, je ne me hasarderai pas là-dedans. Il faut au moindre doute aller voir son médecin parce que ça peut être une anomalie mais qui est due au cycle hormonal, donc ça voilà. Mais au moindre doute, vous avez des sages-femmes qui sont à votre écoute, vous avez des gynécologues, même le médecin généraliste aujourd'hui. Donc là, il faut prendre les choses en main et aller voir son médecin. Pas hésiter en se disant, en fait, il ne faut surtout pas se dire, c'est pas possible, j'ai 30 ans, ça ne peut pas m'arriver. Parce qu'en fait, nous, on a recueilli des jeunes femmes qui avaient moins de 30 ans et à qui on a dit, maintenant, vous ne pouvez pas avoir un cancer du sein. Si vous pouvez avoir un cancer du sein, vous pouvez avoir un cancer de l'utérus, vous pouvez avoir un mélanome, ça arrive. Donc voilà. Adressez-vous aux spécialistes de santé, mais c'est vraiment important de faire ces dépistages pour octobre, enfin tout au long de l'année. Alors vous êtes tombée malade à 44 ans alors que vous aviez un grand projet sur le feu. Vous deviez monter votre propre écurie. Comment avez-vous digéré cette nouvelle à ce moment-là ? Alors j'ai beaucoup pleuré d'abord, ça m'a fait du bien. J'ai dit à mon mari et nos 4 enfants, j'ai besoin de pleurer, voilà, il faut que je puisse verbaliser. Et puis ensuite j'ai eu la chance de tomber sur un oncologue qui était oncologue chirurgien, qui montait à cheval. Et en fait, quand la question s'est posée de m'enlever le sein, j'ai dit, moi le sein, allez-y, par contre, dans 3 semaines, je suis à cheval. Et en fait, j'ai eu la chance, c'était un cavalier, il m'a dit, OK, vous pourrez remonter à cheval. Et en fait, après, je me suis dit, en fait, si j'ai réalisé mon rêve de petite fille, de monter ces écuries dans ce lieu qui me faisait rêver petite, et qui m'arrive ça, c'est peut-être que j'ai une mission d'aider les autres. Donc, c'est comme ça qu'est née Hope. Aujourd'hui, l'association, elle a 4 ans. L'antenne principale est en Haute-Savoie, mais on a des antennes à Maison-Lafitte, à Lyon, Saint-Étienne. Nos stages sont 100% gratuits. On accueille les femmes sur des journées découvertes où elles font de l'équithérapie, donc elles travaillent avec les chevaux, elles font de la peinture et elles reviennent sur des après-midi de suivi espacés de 15 jours. Et ça leur fait un bien fou parce que très souvent, elles n'ont pas verbalisé, elles n'ont pas pleuré et en fait, commencer à pleurer et accepter la maladie, c'est là que commence finalement le processus de guérison. Et être passionné justement par l'équitation, la peinture, etc., c'est peut-être un moyen de tenir dans ce combat, c'est thérapeutique. Oh, mais c'est une résilience. Moi, tous les matins à 8h, je suis à cheval. Au bout de 3 semaines après ma mastectomie, j'avais mal au sein, mais j'étais à cheval, ma jument était là. Après, je peignais et aujourd'hui, j'écris des chansons et voilà, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, être dans l'action, faire quelque chose, continuer, aller de l'avant, avoir des passions, c'est tout, ça fait tout. Donc, c'est un conseil que je peux donner. Dépistez-vous, mais aussi ayez une passion et tenez le coup. Et puis, vous savez, dans notre association, en fait, ce qui fait la force aussi, il y a l'équithérapie, il y a la peinture, il y a les bénévoles, il y a l'oncologue qui est là toute la journée, mais il y a aussi cette chaîne de solidarité. Et les femmes, on les accueille soit en début de traitement, soit au milieu, soit à la fin. Et des femmes qui n'ont pas commencé les traitements et qui voient que derrière, il y a des femmes qui ont terminé le traitement et qui vont bien, comme moi, c'est du bonus, comme le dit la chanson. Vous dites que la maladie a décuplé votre énergie. On n'a plus le même regard sur la vie après cette maladie. Non, on a envie de bouffer la vie. Moi, quand j'ai eu mon cancer du sein, mes copines me disaient arrête, on n'arrive pas à te suivre. J'ai lancé une marque de fringues, j'ai lancé l'association, je montais à cheval, je chantais.
En fait, on se dit, on a envie de vivre, on est dans une espèce d'urgence. Donc, ouais, on a vraiment envie de croquer la vie. Mais en fait, c'est ce que disaient les filles l'autre jour. Elles disaient finalement, ça nous a apporté plein de choses, ça nous a ouvert des possibles, des choses qu'on n'aurait pas imaginées. Ça nous a fait rencontrer des gens, peut-être qu'on n'aurait jamais rencontrés. Donc, il y a aussi, je ne dis pas que c'est cool d'être malade, parce que franchement, je me serais passée d'un 3e cancer. Mais c'est chouette de voir la vie autrement et de faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait dans une vie normale. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci Annabelle d'être venue sur ce plateau ce soir. Merci. Parlons football à présent. Le public du Parc des Sports d'Annecy devrait être au rendez-vous ce lundi. Le Fessé, 3e du championnat national, accueille Villefranche-sur-Saône, 2e au classement pour un derby qui promet déjà beaucoup entre 2 équipes très en forme. Sébastien Germain a pu assister à l'entraînement des Rouges ce vendredi. Reportage. Ce début de saison du championnat national démontre bien une chose, le football est tout sauf une science exacte et rien n'est jamais acquis. La réalité du terrain est souvent implacable, car avec 17 points récoltés en seulement 8 matchs, le FC Annecy a déjà pris autant de points qu'en 19 rencontres la saison passée. Cette entame de championnat est donc plutôt réussie avant la réception de Villefranche-sur-Saône. Ouais, ça sent bon, mais après c'est que le début, franchement, on est quoi à la 9e journée. C'est vraiment tôt pour dire que la saison va être bien, mais ouais, quand des petites choses comme ça qui se passent, ça sent un peu bon. On ne va pas dire qu'on va jouer la montée ou quoi que ce soit, mais ça tourne dans notre sens pour le moment, donc profitons. Le staff, la direction, ils ont ciblé le recrutement par rapport à ça, pour que les joueurs soient bons, mais aussi en un bon état d'esprit. Après, il y a des bons mecs dans le groupe, il y a que des bons gars, donc ça tourne, c'est bien. Ce lundi, c'est donc une équipe en pleine confiance que vont défier les joueurs de Laurent Guyot. Invaincu depuis le début de la saison et restant sur une série de 4 victoires de suite, Villefranche-sur-Saône impressionne notamment grâce à une défense de fer, avec uniquement 2 buts encaissés en 8 matchs. Ils sont peut-être un peu moins spectaculaires en termes de résultats que Bourg qui marque beaucoup de buts, mais voilà, c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe solide, on sent qu'il y a des certitudes et je pense que leur parcours de fin de saison de l'année dernière leur fait aussi beaucoup de bien mentalement. On sent une solidité, on sent une équipe qui doute pas, qui est sûre de son football. Quoi qu'il arrive ce lundi, le championnat national est encore très long. En cas de bon résultat, le Fessé restera dans le haut de tableau, mais une contre-performance n'effacerait pas pour autant la bonne dynamique actuelle. Chaque victoire fait que le nombre de points commence à devenir très intéressant. Voilà, pour autant, à 17 points ou à 18 points, vous ne faites pas grand-chose dans ce championnat, donc il faut encore aller en chercher beaucoup. La saison dernière, au cœur d'un hiver très compliqué, les Rouges s'étaient imposés 1-0 grâce à un but de Romain Spano. Et Léo Savoyard serait bien inspiré de rééditer une telle performance dans 3 jours. C'est la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité à 8 Mont-Blanc. Tout de suite, vous retrouvez la météo de Thierry Paulme. Lundi, vous retrouverez Victoria Lopez pour le journal à 18 h. Quant à moi, je vous souhaite une très belle soirée et à très vite sur notre antenne.